Merci, merci à Maria, merci au GNCRA, encore bon anniversaire au CRANS. Nous allons parler d'emploi, nous allons un peu changer de braquet, et parmi mes excellents prédécesseurs. Avez-vous faim? Oui, oui. Et donc, j'imagine que vous êtes un peu en hypoglycémie. Et donc, pour vous mettre l'eau à la bouche, je me suis dit que j'allais commencer par vous apporter une petite étude d'Anne Ziguera et ses collègues, et qui a été faite auprès des magistrats. Il a étudié que entre les pauses repas, les décisions favorables chutaient d'environ 65% après le repas à quasiment zéro entre les repas. Vous voyez dans quelle situation je suis là, hein. Ce qui est bien pour ceux qui vont passer, les intervenants qui vont passer cet après-midi dans les ateliers, c'est que votre taux d'attention remontera à 65% après le repas. Alors, la question, donc, ici, on en conclut que les décisions peuvent être influencées par des variables extérieures. On a parlé des magistrats, mais ça concerne tous les humains, bien entendu. Et qu'en est-il des recruteurs dans leurs décisions de recrutement? Alors, avant tout, un avertissement. Un avertissement concernant les limites de la recherche sur l'autisme en entreprise. Vous le savez tous, le spectre de l'autisme est très vaste et particulièrement hétérogène. C'est un obstacle dans la recherche, mais c'est également un obstacle pour les entreprises, au niveau de communiquer, de sensibiliser les entreprises au recrutement de personnes autistes. Alors, concernant l'autisme profond, cela concerne quand même, d'après une récente étude de Vaxel et ses collègues, 25% des TSA. Et donc cette population est sous-représentée dans les modèles de recherche, de soins et d'emploi, malgré leurs besoins qui sont absolument considérables. Donc voilà pour l'avertissement concernant la population dont je vais vous parler. Et autre avertissement, je ne parle aujourd'hui que des entreprises ordinaires, les entreprises classiques qui nous entourent. Alors, c'est un exposé scientifique, comme vous pouvez le voir ici. Pourquoi se focaliser sur le recrutement et l'emploi? Et j'ai trouvé qu'Alexandre Dumas, fils, a parfaitement résumé. Le travail est essentiel au bonheur, tout simplement. Le poète a toujours raison. Quelle est la taille de cette population? Plongeons-nous dans le détail. De nombreux chiffres circulent pour la bonne et simple raison que la taille est sujet au débat et également le seuil est sujet à débat. Alors, nous observons ici en France, comme l'a rappelé à Maria, et dont l'équipe a travaillé sur le sujet d'ailleurs, hein, c'est eux que je cite là, nous observons ici en France que la prévalence serait de 1 à 2% de la population, ce qui signifie 700 000 à 1 400 000 personnes autistes. Si on considère les adultes actifs, donc la population en âge de travailler, en emploi ou au chômage, ça représente 500 000 à 1 million de personnes. Si nous allons voir à l'étranger, le taux de prévalence le plus élevé aux États-Unis, c'est au Massachusetts, donc l'État où se trouve Boston, et qui atteint 2,42% d'adultes de 18 à 84 ans. Et alors, je tenais, donc toujours à titre de comparaison, à parler des TND également. Et là, toujours aux États-Unis, le chiffre qui circule actuellement, et j'ai les sources là en dessous, pour ceux qui ont de bons yeux, 17% des enfants âgés de 3 à 17 ans et qui vont arriver sur le marché de l'emploi, donc qui deviennent adultes. Donc les chiffres sont absolument édifiants. Concernant la France, on est au-dessus d'1 million d'adultes concernés. Alors, il n'y a pas qu'en France, comme vous l'avez compris. La majorité des personnes autistes sont au chômage, nous dit l'ancien
secrétaire général des Nations Unies, et je ne vais pas pouvoir couvrir tous les TND, pardonnez-moi, mais ici, Cherka Sova nous explique que les adultes TDAH ont un taux plus élevé que la moyenne, un taux de chômage plus élevé. Alors, plongeons-nous dans le détail. Il s'agit d'un réservoir de talents pour nos entreprises qui est largement sans emploi. Le chiffre qui circule le plus tourne autour de 80%, y compris ceux que j'ai trouvés ici en France au niveau du ministère du Travail, qui parlait de 82% sans emploi ou ayant accepté un emploi en dessous de leurs compétences. Donc les chiffres, malheureusement, sont peu fiables. C'est un peu un mythe urbain, si je puis dire, que tout le monde répète sans véritablement connaître la source. Et donc, avec quelques collègues dont Bertrand Montubert, que vous connaissez bien, et d'autres, on a décidé de travailler ensemble pour secouer le cocotier et résoudre ce problème, et de telle sorte qu'on ait des données fiables, non seulement concernant l'emploi, j'entends, non seulement concernant les personnes autistes, mais également, de manière générale, le handicap et le handicap invisible en particulier. Pourquoi est-ce important d'avoir des données? Parce que si on veut régler un problème, il faut le mesurer. Je suppose que pour vous, c'est l'évidence même. Pourquoi ces talents, ces personnes compétentes ne trouvent-elles pas de boulot? Alors vous allez rire, mais vous allez comprendre en creux tout ce qu'il y a derrière cette dia. Hein, la raison est véritablement à chercher. Bon, la raison est à chercher dans les deux parties, hein, on est bien d'accord. On pourrait parler autant de la psychologie et du comportement des personnes autistes que des recruteurs. Mon propos aujourd'hui est de parler des recruteurs. Nous pourrons, lors d'une autre intervention, si je puis dire, parler des personnes autistes et il faut également les motiver à se prendre en main et à avancer dans la vie. On est bien d'accord. Concentrons-nous ici sur les recruteurs et la psychologie cognitive, dont Daniel Kahneman et son binôme Amos Tversky ont produit des papiers mais absolument révolutionnaires dans les années 70 et qui ont essaimé depuis lors concernant les biais cognitifs inconscients qui peuvent ici expliquer une très grande part du recrutement discriminant que nous observons. Alors, les biais cognitifs, je ne vais pas vous faire un cours sur la matière, hein, vous êtes tous des pros, ils ne peuvent pas être évités, on est tous humains, on est entre sapiens ici, donc on est tous exposés aux mêmes biais cognitifs systémiques et inconscients, mais on peut néanmoins en limiter les effets, on peut tenter de les encadrer et de les maîtriser. Et Kahneman, dans différents travaux, a très bien expliqué que dans nos organisations, j'ai commencé avec la magistrature, mais dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, que ce soit les hôpitaux, l'armée ou autres, la première chose à faire est à réduire la variabilité entre nos décisions, et puis ensuite on peut s'attaquer aux biais cognitifs, de telle sorte qu'on puisse recentrer la décision sur l'objectif mesurable, idéalement, ou au moins, à tout le moins, raisonnable. Alors, il y a une situation, nous n'inventons pas la roue ici, il y a une situation qui est bien connue depuis plusieurs décennies et qui est véritablement intéressante, et qui a été épluchée, qui a été analysée de manière absolument passionnante par Claudia Goldin, ça m'a réjoui, elle a reçu un prix Nobel l'année dernière, et elle en est donc lauréate, et je vous encourage à lire ces papiers de l'époque où elle a travaillé sur la discrimination inconsciente vis-à-vis des femmes musiciens.
Ce sont des papiers passionnants, merveilleusement bien écrits. Alors, l'objectif à l'époque était de créer véritablement des orchestres symphoniques inclusifs, donc sans discrimination, sexistes, inclusifs entre hommes et femmes. Et vous le voyez mal ici à l'écran, mais il y a ici entre le jury et le musicien, il y a un écran. Hein, et un écran qui fait que l'audition se fait à l'aveugle, sans pouvoir repérer l'identité du candidat. Alors en entreprise, c'est un peu plus complexe parce que les compétences voulues pour chaque poste vacant sont en général multidimensionnelles. Pas toujours, mais en général multidimensionnelles. Donc c'est un peu plus complexe que de simplement mettre un écran pour masquer l'identité. Alors, voyons le parcours du combattant, le parcours du candidat. Ça commence par une annonce de l'entreprise. Alors, il faut la comprendre. Donc, d'abord, le candidat doit vouloir se porter candidat. Hein, c'est une tautologie. Et puis, il faut comprendre l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, en général, cherche un mouton à 5 pattes. Or, nous avons précisément affaire à des gens qui ont un raisonnement particulièrement littéral. Moi, je n'ai pas 5 pattes. Je ne porte pas ma candidature. Ensuite, il faut produire un CV et une lettre de motivation. Comme vous le savez, la lettre de motivation et le CV sont particulièrement normés socialement par une majorité sociale qui a édicté le système. Et donc, s'il ne se décourage pas, il va envoyer son CV. En général, il envoie des CV à des sociétés bien connues, des grandes marques. Alors, il faut savoir que dès qu'une marque est renommée, elle reçoit facilement des millions de CV par an. Des millions de CV par an. Une société, un grand groupe français, me disait récemment, nous recevons pour chaque poste vacant, en moyenne, 260 CV. Donc vous comprenez qu'il faut informatiser la chose. On fait appel à l'IA, à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, que fait-elle? Elle élimine les fautes d'orthographe, les candidats qui produisent des fautes d'orthographe. Vous entendez ici le spectre 10, je ne sais pas qui sont les spécialistes en la matière ici. Vous allez vous dire déjà discrimination automatique qui n'arrive même pas au premier entretien. Il discrimine contre les gens qui ont des trous dans leur CV, etc. etc. Au niveau de l'IA, 9 cadres sur 10 interrogés par Harvard ont déclaré être au courant que le logiciel qu'ils utilisent pouvait éliminer de bons candidats. Donc plongeons-nous dans le reste du processus. Vous arrivez au premier entretien. Et là, Lorraine Rivera, que j'aime beaucoup, qui est chercheuse et qui vient de recevoir une chaire absolument splendide, elle fait partie de mon alma mater à Chicago, aux États-Unis. Elle a beaucoup étudié le handicap, le recrutement de personnes en situation de handicap, et en particulier de handicap invisible. Et elle explique très bien que, en fait, pour obtenir un job, il faut non seulement communiquer ses qualifications, ce qui est assez évident, mais il faut aussi paraître sympathique, agréable et collégial avec le recruteur. Vous avez tout de suite compris que ce n'est pas la tasse de thé des personnes autistes. Alors, à l'Université du Texas, nous avons une autre personne que j'apprécie beaucoup, Noah Sasson, qui a fait des recherches vraiment intéressantes et qui explique ce qui est évident pour vous. Le candidat autiste débarque, il veut entrer droit dans le vif du sujet, pas de bavardage autour de la machine à café, pas question de briser la glace, pourquoi faire? Alors on lui pose une question, paf, il crée un silence. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit longuement pour produire une bonne réponse, cohérente, bien structurée. Et imaginez le recruteur, il est mal à l'aise, le mec. Alors, ils fournissent des réponses qui sont longues, trop longues et trop détaillées. Ils parlent un français voltairien ou montrent un trouble de la parole.
Ils offrent peu de contacts visuels, s'expriment sur un ton monotone avec peu de langage corporel et un visage peu expressif, et au final, ils sont, pour le recruteur, difficiles à cerner. Noah Sasson conclut que les observateurs, pas seulement les recruteurs, les humains, les observateurs mal informés, jugent les personnes autistes comme étant pas nettes, après seulement quelques secondes. De quoi parle-t-on ici? Eh bien, appelons ça le biais de première impression, qui est extrêmement puissant si vous avez lu Amos Tversky et Daniel Kahneman. Donc, moi, ce dont je vous parle ici en recrutement, c'est la combinaison du biais d'ancrage créé par la première impression et du biais de confirmation qui vient souffler toutes les mauvaises questions dans la tête du recruteur, de telle sorte que ça la vienne renforcer sa première impression, sa croyance initiale. Et donc, nous avons ce jeune chercheur hollandais qui conclut, Jonas de Kersmaker, qui conclut les impressions initiales négatives données par les personnes autistes, les personnes atypiques TSA, peuvent perdurer, et il est peu probable qu'elles changent. Ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que si la formation du recruteur qui lui donne une grille de lecture qui permet de comprendre le candidat TSA en face de lui, s'il reçoit cette formation l'après-midi, après avoir interviewé le candidat, il ne va pas changer son opinion. Non, c'est foutu. Il faut que la formation, que la grille de lecture arrive avant que la première impression ne se crée. D'où l'importance de la formation, bien entendu, et l'importance de structurer, c'est là le mot-clé, structurer le processus, les questionnaires et les entretiens, de telle sorte qu'on maîtrise les biais cognitifs et qu'on passe, entendez-moi bien, on passe au-dessus de pile ou face. Donc il faut que le recruteur mérite quand même son salaire. Sinon, il est plus simple de mettre une pièce de monnaie sur la table et la personne TSA aura plus de chance. Alors, plongeons-nous justement dans le détail de ce qui se produit lors de cet entretien en face à face. Là, nous avons en Virginie une autre personne que j'apprécie beaucoup, un chercheur brillantissime, Chris Welpley, qui a organisé, qui a fait des recherches sur des entretiens traditionnels en face à face. Donc, vous avez le recruteur et le candidat en face. Et il a mesuré ici, sur 9 dimensions, des dimensions de savoir-être et de savoir-faire, donc pas des dimensions de savoir. Il a mesuré les résultats des groupes TSA en comparaison avec des groupes de contrôle. Et vous voyez que les TSA, qui sont en vert sur votre écran, les TSA sont laminés, on peut le dire, par le groupe de contrôle. Et quand vous avez plusieurs candidats pour un poste, forcément, on a le choix, on va prendre celui qui vient du groupe de contrôle. Il y a une exception, vous la voyez juste au milieu de mon écran, c'est bizarre. Là, les personnes TSA, les personnes autistes, sont championnes du monde sur la dimension bizarre. Comment était la personne qu'on t'a envoyé ce matin le recruteur va vous dire « Ah, mais il était bizarre, il était bizarre. » Est-ce que vous allez recruter la personne dont vous parlez comme ça? Non, vous allez recruter l'autre, forcément. Alors là où Chris Welpley a été vraiment malin, c'est pas dans cette recherche-ci, c'est qu'il a imaginé, maintenant, on va mettre les réponses que ces personnes ont faites, on va les mettre par écrit, on va les transcrire, et puis on va demander d'analyser, d'évaluer la transcription de ce qu'ils ont dit, sans qu'on ait les repères visuels de la personne en face de soi. Et là, regardez bien les résultats. Le graphique s'inverse. Le groupe de contrôle est aussi bizarre que le TSA, et puis le TSA, en fait, répond très bien à chaque question. Et c'est pour ça qu'il pose, c'est pour ça qu'il réfléchit avant d'ouvrir la bouche. Ma grand-mère me disait, il faut tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de l'ouvrir. Et donc leurs réponses sont excellentes.
La conclusion est forte. La conclusion de Chris Welpley est très forte. Il dit que les entreprises qui basent leurs décisions d'embauche sur des entretiens en face à face peuvent écarter les meilleurs candidats, en particulier si le poste n'exige pas de fortes compétences sociales. Vous m'avez bien entendu. Et je cite ici la conclusion de Chris Welpley. Plongeons encore davantage dans la granularité du recrutement. Parlons un peu de l'adaptation de questions, de questionnaires. Donc, vous savez que la différence de communication sociale signifie que les personnes autistes sont souvent désavantagées. Et donc, quand on leur pose une question simple, dans le genre, la première question du recruteur qui n'a souvent pas lu le CV, c'est « Parlez-moi de vous ». Vous imaginez le problème. Et donc ici, nous avons la recherche de Katie Maras qui a permis d'améliorer les questions d'entretien. Ça a été aussi une recherche très très bien menée pour améliorer les questions d'entretien d'embauche pour les personnes autant autistes que non autistes. Et là, on constate bien souvent que ce qui est bon pour les personnes autistes est bon pour les personnes non autistes. Les adaptations que l'on fait pour les personnes autistes sont en fait, en général, bonnes pour tout le monde. On pourrait le répéter peut-être après chaque dia, en fait. Et donc ici, les recruteurs, originellement, avec les questions traditionnelles, avaient évalué les personnes autistes moins favorablement que les personnes non autistes. Et vous voyez ici les différences avant, après. Et donc, l'adaptation des questionnaires, l'amélioration des questionnaires a permis d'améliorer la situation des personnes autistes et en fait d'améliorer la situation pour tout le monde et de niveler le jeu, si je puis dire, de telle sorte qu'il n'y ait plus de discrimination inconsciente sur cette base. Alors, je vous donne un exemple pour vous expliquer de quoi nous parlons ici. Une question que vous avez peut-être forcément entendue, quels sont certains de vos points forts ? Et la question adaptée, c'est « je vais vous poser des questions sur vos points forts. Que considérez-vous comme vos principales forces, c'est-à-dire des choses pour lesquelles vous êtes doué, par exemple ? Ou encore, comment avez-vous utilisé ces forces au travail ou à l'école ?» Et donc voilà comment cette étude a permis d'améliorer les questions, et ce sont des exemples qui ont été testés que je vous donne ici. Alors, il y a d'autres problèmes de recrutement qui se posent, que vous pouvez parfaitement imaginer. Donc, les personnes autistes sont vulnérables à la fatigue et au stress, et bien entendu, le recrutement est un processus stressant pour tout le monde. Et les personnes autistes dont nous parlons ont tendance à masquer, ou en tout cas à compenser, à tenter à minimiser l'apparence de leurs traits autistiques. Et cette capacité cognitive baisse très rapidement avec la fatigue et le stress. Ceux qui sont ici professeurs savent, lorsqu'ils font passer des examens oraux à leurs étudiants, qu'ils deviennent un peu, pardonnez mon français, mais un peu cons quand ils se retrouvent en situation d'examen. Ben oui, c'est parce que vous avez étudié jusqu'à 3 heures du matin et que vous êtes stressé. Et donc les personnes autistes sont particulièrement sensibles à ce genre de situation. Alors qu'en est-il pour le coût pour l'employeur ? Vous n'êtes pas des employeurs, mais en fait, j'espère vous rallier à ma cause de telle sorte que vous puissiez en parler autour de vous et leur expliquer que il y a des gains de productivité. Les personnes autistes qui sont engagées, que ce soit à temps partiel ou à plein temps, sont des personnes productives, et productives du lundi matin au vendredi soir. Il y a des améliorations des résultats financiers, et bien entendu, il y a l'image sociale dont bénéficie l'entreprise en étant une entreprise inclusive. Ce que je partage avec vous, il s'agit d'une méta-recherche menée à Yale University
par Calvin Salomon. Dans tous les secteurs, vous pourriez penser que c'est essentiellement dans la techno, le digital, et oui, c'est vrai, c'est beaucoup, mais dans tous les secteurs, on retrouve des entreprises qui, là, je vous parle de nos benchmarks, qui travaillent actuellement au recrutement de personnes autistes. Et donc, Cocorico, nous avons Andros, et vous connaissez Jean-François Dufresne, et qui j'aime l'appeler mon binôme. Nous sommes extrêmement complémentaires. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et regardez donc où il a mené lorsqu'il était cadre chez Andros, lorsqu'il a emmené cette très belle marque qui est, j'espère, dans votre frigo et que vous utilisez tous les matins au petit déjeuner. Vous voyez quel secteur automobile, le secteur bancaire, la Royal Navy. Alors l'armée française, pas encore, mais chaque fois que je les croise, je leur dis alors quand changez-vous votre politique, etc., etc. Alors nous, à l'école des Ponts Business School, quelle est la solution que nous avons proposée? Nous l'avons appelée les alchimistes. Et donc, on est dans un programme d'inclusion de talents atypiques en entreprise. Alors, j'ai pour vous... merci, c'est gentil pour ceux qui prennent des photos, c'est sympa. Mais j'ai pour vous des petites plaquettes. Et donc, j'en ai assez pour tous les CRA. Donc, n'hésitez pas à venir m'en demander. Si nécessaire, bien entendu, on pourra vous les faire envoyer. Je crois que vous êtes 27 CRA ici. Et nous comptons beaucoup sur votre coopération pour travailler avec vous, de telle sorte que nous puissions trouver des solutions pour les adultes que vous rencontrez. Et donc, que faisons-nous? Des formations certifiantes accélérées. Les entreprises sont des gens impatients, ils veulent toujours les solutions pour hier. Et donc, ce sont des certificats accélérés, certifiants, avec un certificat délivré par l'École des Ponts Business School, et qui sont destinés aux recruteurs, aux RH, aux mentors, aux collègues des recrues TSA. On fait de la présélection, et c'est là, bien entendu, que vous pouvez nous envoyer des CV et des personnes concernées. Et nous assurons donc la formation de ces gens pour les présenter à des entreprises ordinaires. Il s'agit d'un programme qui combine la rigueur académique en sciences appliquées de l'École des Ponts avec le savoir-faire managérial. Donc tout ça est résumé là-dessus. Il s'agit de 2 jours de formation pour le programme accéléré, 2 jours de formation avec sensibilisation à la neurodiversité le premier matin, technique adaptée de recrutement l'après-midi, le lendemain accompagnement et inclusion des recrues, et l'après-midi le management des talents techniques et atypiques. Et donc... là, vous avez vraiment très faim. Vous avez vraiment très faim. Alors, lorsque vous aurez l'estomac bien rempli, s'il vous plaît, parlez à vos collègues, aux adultes concernés, aux entreprises autour de vous, dans vos régions. La question n'est pas « faut-il oser embaucher des personnes autistes ?» Il n'y a aucune crainte à avoir. Ils sont déjà là, tout autour de nous en entreprise. Et simplement, ils se cachent. Ils n'expriment pas tout leur talent et ils ont simplement peur d'être rejetés. Et donc, c'est à nous à travailler avec les entreprises et pour leur apporter ces gens qui ont une vision un peu différente du monde. Alors, ça paraît joli de dire ça comme ça, mais pour les entreprises, des gens qui voient des solutions différentes aux vieux problèmes, ça devient vachement intéressant. C'est là que ça devient productif et rentable. Donc la neurodiversité, l'inclusion, l'entreprise inclusive, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Alors oui, bien sûr, les candidats seront bizarres, ça je peux vous l'assurer, mais ils seront aussi compétents, productifs et rentables. Alors je vous souhaite bonne chance à tous et surtout bon appétit, et je reste à votre disposition. Un grand merci.
Merci beaucoup.